Alors, qui je suis? Donc, qui je suis donc, en fait, dans mon curriculum, si vous voulez, pour commencer par là, donc après la médecine, je me suis spécialisé en nutrition à l'université de Louvain, en Belgique. Et puis après, à la fin de cette période de spécialisation, j'ai fait 3 ans de recherche plus particulièrement à l'époque, c'était dans tout ce qui était obésité, diabète et métabolisme. Et puis après, je suis passé en consultation de nutrition. Donc ça, c'était fin des années 80. Donc c'était encore pas tout à fait classique à l'époque. Et donc je fais des consultations de nutrition et de ce qu'on peut appeler la médecine fonctionnelle ou intégrative, enfin comme on veut, c'est-à-dire que c'est une approche, je dirais, complémentaire à la médecine dite traditionnelle, qui est une approche où on essaie de rechercher au-delà du diagnostic, quels sont les mécanismes qui ont pu intervenir pour y arriver et sur quoi on peut jouer. Et ça m'a amené petit à petit à m'intéresser au microbiote, évidemment, début des années 2000, c'est là qu'on a commencé à en parler, et surtout depuis 2005. Et moi maintenant, ça fait une dizaine d'années que j'ai une expérience clinique dans le fait d'utiliser cette analyse chez mes patients. Et donc c'est quelque chose d'assez neuf. Il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais bon. Alors courtement, le microbiote intestinal, c'est l'ensemble des micro-organismes qui habitent ou qui transitent dans le tube digestif. Et ça contient quoi? Ça contient bien sûr les bactéries surtout, c'est ça quand on parle des analyses du microbiote, c'est surtout le microbiote bactérien. Mais ça contient aussi des champignons, des archées, des phages, etc. Et dans les années futures, on va bien entendu aussi étudier ces éléments-là de plus en plus. Alors il y en a pas mal, il y a des fonctions assez connues, comme le fait de protéger la paroi intestinale, le fait on va dire d'éduquer un peu le système immunitaire, de permettre d'avoir ce qu'on appelle une veille immunitaire, mais non plus, mais à l'inverse, ne pas déclencher des réactions immunitaires excessives. Donc c'est à trouver un bon équilibre par rapport au système immunitaire. Elles ont un rôle digestif, donc elles vont produire des enzymes, ces bactéries qui vont permettre de digérer un tas d'aliments. Et puis elles vont produire un tas de métabolites. C'est tout ce qu'on appelle maintenant les analyses métabolomiques. On dose des métabolites produits par le microbiote. Métabolites qui peuvent être bénéfiques ou à l'inverse maléfiques. On peut très bien, certaines bactéries vont produire par exemple des fragments de protéines qui vont permettre d'améliorer la production de certains neurotransmetteurs. Ils vont aussi produire les acides gras à chaîne courte qui vont avoir une action anti-inflammatoire. Par contre, ils peuvent aussi produire des substances qui ont des effets néfastes sur l'organisme. Alors il y en a beaucoup, hein, des corrélations entre le microbiote et des maladies. Alors il y a dans tout ce qui est la sphère digestive, on se rend compte que ce soit dans les maladies inflammatoires intestinales, dans le côlon irritable, dans la prévention du cancer du côlon, eh bien il y a des liens tout à fait évidents. Il y a des bactéries à rechercher, parce que si elles sont absentes, ça pose un problème. Et à l'inverse, d'autres bactéries présentes peuvent être problématiques aussi. Et puis on a aussi mis en évidence, à distance de l'intestin, des relations entre le microbiote et par exemple la neuroinflammation cérébrale, comme dans la maladie d'Alzheimer ou le Parkinson. Il y a d'ailleurs des chercheurs qui travaillent maintenant sur l'impact de transplantation du microbiote fécal dans ces maladies, voir ce que ça donne. Ça a aussi été impliqué au niveau cardiaque, au niveau immunitaire, au niveau allergique, dans la dépression, enfin, etc. Donc c'est impliqué dans pas mal de pathologies. En 2025, on ne peut pas parler de microbiote sain. Il n'y a pas une définition précise d'un microbiote sain. Ce que l'on recherche, ce n'est pas le microbiote sain. Ça changera peut-être dans 10 ans ou dans 20 ans, qui sait. Mais pour le moment, en tout cas, ce qu'on recherche, c'est de voir qu'il n'y a pas une présence de ce qu'on appelle une dysbiose, donc d'avoir une perturbation majeure du microbiote avec une insuffisance de bactéries importante ou un excès de bactéries vraiment maléfiques. Donc ça, c'est dans ce qu'on appelle l'analyse métagénomique du microbiote. Donc on va vérifier quelles bactéries sont là ou ne sont pas là, et est-ce qu'il y a de gros déséquilibres. Ça, c'est la première chose
qui, on le sait, sont associés à différentes maladies. Et puis alors, on va aussi chercher, dans ce qu'on appelle l'analyse métabolomique, le fait que le microbiote produit des substances problématiques pour l'organisme. C'est tout ça qu'on va rechercher en réalité. Selon moi, oui, certainement, parce que je dirais que, vous savez, quand on est praticien et qu'on utilise des analyses qui vous apportent un plus dans votre pratique pour soigner les gens, ben vous continuez à les utiliser. Et quand vous avez d'autres analyses qui ne vous apportent rien, vous arrêtez de les utiliser. C'est comme des traitements que vous allez donner ou que vous allez arrêter de donner parce que vous trouvez qu'ils ne sont pas efficaces. Eh bien, c'est la même chose. Et donc, c'est clair que pour moi, c'est une évidence de voir l'efficacité clinique et l'intérêt que ça a. Au niveau de la littérature, c'est évident aussi que de plus en plus, des milliers d'études montrent l'importance majeure du microbiote comme base finalement de beaucoup de choses, voire de toutes les maladies. On en reviendrait à ce que disait Hippocrate 400 ans avant Jésus-Christ, qui disait « Il n'a pas fait que donner une charte qui devait être signée par les médecins pour avoir une bonne attitude vis-à-vis des autres, hein, que l'on doit signer tous à la fin ce serment qu'on doit prêter à la fin de nos études. Mais il a aussi dit une chose fondamentale, c'est que la santé commence dans les intestins. » Et il avait sans doute sérieusement raison. Actuellement, il y a des éléments évidents. Par exemple, il est clair que dans la prévention du cancer du côlon, c'est terriblement intéressant de pouvoir évaluer le microbiote, même si ça ne remplace pas la colonoscopie. Bien sûr, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est une analyse qui est, je dirais, qui peut être faite en amont, avant ça, et qui permet d'avoir déjà quand même une information sur un microbiote dont il faut se méfier. Parce qu'on sait que ça risque de déboucher beaucoup plus facilement sur un cancer du côlon, par exemple. On a aussi maintenant, dans la prévention, identifié certains marqueurs produits par le microbiote qui sont très néfastes au niveau cardiovasculaire, que ce soit en tant que favorisant la théromatose, ou même, on l'a mis en évidence dans certaines études, des marqueurs qui favorisent enfin certains marqueurs qui sont des molécules d'ailleurs, qui vont favoriser les rosténoses, c'est des patients à qui on a mis des stents pour un problème coronaire. Donc il y a vraiment des éléments en prévention primaire et secondaire au niveau cardiaque aussi à utiliser. Par exemple, voilà, ce sont deux exemples. Dans les examens diagnostiques classiques, on va rechercher des perturbations qui sont associés à des maladies. On va rechercher une inflammation, on va rechercher un diabète, on va rechercher, on va rechercher une élévation des enzymes du foie, voir s'il n'y a pas une hépatite, enfin une insuffisance rénale, etc. Donc ce sont des analyses qui vont essayer d'identifier une pathologie chronique ou aiguë. Ici, on est plutôt dans le but d'essayer d'identifier des mécanismes qui pourrait expliquer comment cette pathologie est arrivée, est entretenue. On est plutôt dans de la pathologie chronique, évidemment. Et on sait d'ailleurs qu'actuellement, en médecine, c'est aussi le grand défi. On voit qu'on a fait des progrès phénoménaux dans tout ce qui est pathologie aiguë et d'urgence, mais dans la pathologie chronique, c'est beaucoup moins le cas. Et c'est l'intérêt, justement, de se pencher sur ce genre d'analyse. Alors, on soigne un patient, on ne soigne pas une biologie, hein, c'est certain. Et donc, il faut d'abord et avant tout toujours prendre en considération l'état clinique. Et en fait, la biologie va être un élément qui va permettre de donner des informations sur ce qui peut mener à cet état clinique. C'est toujours à considérer fonction de la clinique, bien entendu. Ça l'est plus qu'avant, en tout cas. Donc, en fait, on a essayé au niveau du laboratoire d'avoir une interprétation qui soit à la fois juste, qui respecte justement les guidelines actuels, c'est-à-dire de ne pas faire d'amalgame entre la métagénomique et la métabolomique, par exemple, pour prendre cet exemple-là, qui soit assez complète, mais qui soit à la fois assez accessible, si je puis dire, pour les médecins, ou pour les thérapeutes même, mais pour les médecins en premier lieu, bien entendu, afin d'aider leurs patients, d'avoir une interprétation qui se base d'abord sur les perturbations les plus importantes, les dysbioses, les éléments les plus fondamentaux de la dysbiose, qui sont les premiers
évidemment à prendre en considération et ne pas les noyer dans une multitude d'informations. Du coup, ils ne savent plus quoi faire. Je pense que d'abord, et en général c'est ce qui se passe avec les médecins qui suivent cette formation-là, ce sont des médecins qui ont eu un événement vraisemblablement dans leur vie qui les a poussés à ça. Et puis à un moment donné, ils se posent des questions sur leur pratique, ils se disent qu'ils ont l'impression qu'il leur manque quelque chose et ils ont envie de rechercher quelque chose en plus. Et puis alors après, des formations, ça existe. Ça dépend de son background. C'est sûr que s'il arrive pour une journée et qu'il n'a jamais rien fait, ça ne va pas aller. Donc c'est certain qu'il y a quand même des cursus de base à suivre pour avoir une formation minimale dans ce type de médecine, ça c'est indispensable. Et puis à partir du moment où il a suivi cette journée, je pense qu'il faut continuer aussi à évidemment aller plus loin. À partir du moment où il est intéressé, il a envie de démarrer quelque chose, il va automatiquement sentir la nécessité de suivre d'autres formations, ça c'est clair et net. Maintenant, au niveau du laboratoire aussi, quand même, il a une aide, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des médecins qui peuvent répondre à des questionnements qu'il peut avoir par rapport à des résultats, bien sûr. Alors, radieux, en un mot. Non, je trouve que l'analyse du microbiote était très décriée il y a de ça quelques années. Elle l'est encore, pour différentes raisons dont je passerai le détail, mais il y a encore effectivement des questionnements, à juste titre d'ailleurs, parce que certains labos ne pratiquent pas toutes les mesures nécessaires au niveau préanalytique, analytique et post-analytique, donc déjà au niveau de la qualité. Et puis effectivement, il faut savoir ce qui est intéressant et quelles sont les limites actuelles de l'analyse du microbiote. Mais il est évident que dans un futur assez proche, l'analyse métabolomique et puis ce qu'on pourrait appeler la métatranscriptomique sont des analyses qui vont faire que ce microbiote va prendre de plus en plus de place dans le traitement, bien entendu. Avec plaisir.